Vous entrez dans l'univers de Voix sauvages, le podcast qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toutes une ligne directrice commune, le vivant pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun et chacune puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère, la Terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir son histoire, son parcours et ses projets pour vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix sauvages. Après avoir travaillé pendant des années comme rédactrice en chef de médias spécialisés dans l'écologie, Marie Cochard se lance en 2018 dans une quête éditoriale plus personnelle, où se mêlent monde végétal et espace de sororité. C'est à ce moment précis qu'éclot le premier magazine Druidéesse, qu'elle crée avec son mari, photographe et graphiste, et qui invite à s'ouvrir au féminin sauvage et sacré à travers 3 piliers, recettes, remèdes et rituels. Aujourd'hui, Druidéesse, c'est une famille de 7 recueils rythmés par des portraits de femmes de toutes contrées, des voyages poétiques au fil des saisons, la célébration du monde végétal et des rituels ancestraux, la transmission de la connaissance du vivant et la sagesse des anciens. Avant de nous rencontrer et d'enregistrer cet épisode, j'ai longuement discuté avec Marie par téléphone. Elle me retraçait son parcours tout en faisant le parallèle avec l'histoire de l'alchimiste, écrit par Paulo Coelho. Sa morale ? Va explorer ailleurs si tu y es et ensuite tu reviendras à la source, car tout partait de toi. Finalement, à travers tous ces portraits réalisés, Druidéesse, c'était aussi Marie. À travers eux, elle est allée à la rencontre d'elle-même pour mieux se révéler au monde. Cette passerelle se matérialise notamment à travers son dernier livre, plus intime, De la terre à la lumière. Désormais, Marie est facilitatrice de cercles de femmes et créatrice de retraites célébrant le monde végétal, parce que se connecter au vivant, c'est se connecter à soi. Bonjour Marie. Bonjour Marion. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous décrire dans quelles conditions on enregistre là tout de suite ? Alors on est chez moi, au cœur des Landes, sur ma terrasse, au milieu de celui que j'ai nommé mon jardin-forêt. On va démarrer notre conversation en revenant aux sources. Et j'aimerais savoir quel enfant tu étais. Et est-ce que ta connexion au vivant, au monde végétal, à la nature, est le fruit d'une transmission familiale ou c'est quelque chose que tu as nourri par toi-même ? Alors j'ai grandi au cœur de la Normandie, dans l'Orne. Donc bercée quand même par tout un tas de légendes et de lieux de guérison, beaucoup de sources de pierres, de forêts, de grandes forêts de chênes. Et puis mes parents m'emmenaient très 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 régulièrement dans les bois. C'était le rendez-vous hebdomadaire, on va dire. Et puis j'ai des grands-parents en fait qui avaient une ferme avec un verger, une mare, en lisière de forêt. Et donc j'ai eu une enfance très buissonnière, on va dire. Et puis de l'autre côté, ça c'est côté maternel en Normandie, j'avais une grand-mère qui était dans les arts divinatoires du côté de mon papa. Du côté des châteaux de la Loire. Et donc ça aussi, ça a nourri un terreau, on va dire. Est-ce que tu avais déjà des rêves ou des projets qui te faisaient vibrer étant enfant, des rêves que tu voulais accomplir ? Alors, j'avais pas spécialement de rêve. Je me souviens plutôt d'une enfance où j'étais vraiment dans l'instant présent. Donc avec ce papy qui possédait l'art de guérir avec les mains, qui était sourcier, qui avait ses baguettes et qui travaillait avec toutes ces énergies-là. Et non, j'ai plutôt des souvenirs de cueillettes de cerises, d'équeutage de haricots, de moments passés dans son potager, puisque c'était le lieu où il passait le plus clair de son temps, ou en haut de son échelle dans les arbres, à faire des cueillettes pour offrir ses fruits à tous les gens qui l'entouraient. Et du coup, j'ai plutôt des souvenirs, tu sais, quand on te dit est-ce qu'il y avait déjà en germe une activité ou quelque chose qui occupait la plupart de ton temps. Moi, je jouais beaucoup en fait avec les herbes que j'avais autour de moi, avec la terre. Je me souviens précisément que j'adorais la bouillasse.
C'est-à-dire que je faisais vraiment des mélanges, mais tu sais, avec de la terre, de l'eau. Il fallait qu'il y ait un peu du grain, tu vois, qu'il y ait de la matière, de l'argile. Et je rajoutais tout un tas de plantes pour que ce soit odorant, parfumé. Donc il y avait quand même déjà un peu cette histoire de fabriquer des remèdes avec la nature. Et puis j'ai beaucoup accompagné mon grand-père. En fait, sa vie était très rythmée par les cueillettes. On allait au bois, comme il disait, et puis on allait cueillir les champignons, ou ramasser des châtaignes, ou on allait aux jonquilles. À l'époque, on avait encore le droit de cueillir des jonquilles, au muguet. Enfin, voilà. Donc, c'était une enfance joyeuse où il n'y avait pas vraiment de montre. Comment tu décrirais ta relation avec le vivant et à quel point ça prend de l'espace dans ton quotidien? Alors aujourd'hui, ça prend énormément de place. C'est difficile à décrire parce que voilà, j'ai besoin maintenant d'être entourée d'arbres, de plantes, d'avoir la main à la terre avec le potager. Et vraiment, mes petites cueillettes, puisque ce n'est pas des cueillettes pour un grand nombre, c'est plutôt pour mes proches, rythment en fait l'année. Donc je suis vraiment calée sur ce rythme-là de la nature. Et puis, je pense que c'est une manière d'être au monde, tout simplement. C'est-à-dire de manger voilà, ce qu'il y a de saison. Pendant l'automne et l'hiver, j'amende énormément la terre du potager puisque j'habite sur du sable. Donc voilà, il faut la nourrir, il faut l'enrichir, il ne faut pas la laisser... Donc il y a une grande prise de soin pendant tout ce temps-là, parce que sinon, je n'ai rien qui va germer au printemps et j'aurai pas de fructification. Donc il y a beaucoup de temps passé à ça. Et puis il y a aussi un rythme qui s'est rajouté, qui est le rythme pastoral, en plus du rythme avec ces plantes médicinales ou le potager, parce que j'habite à côté d'une association qui promeut en fait la sauvegarde du patrimoine landais. Quel est le nom ? Alors ça s'appelle Un troupeau pour la vie. Et donc l'idée, c'est vraiment de partager tout ce qu'il y avait comme fête autour de la vie des bergers. Et donc on est vraiment sur les fêtes pastorales, le pastoralisme d'antan. Donc je suis bénévole très active au sein de cette association. Et j'ai retrouvé des gestes en fait que pratiquaient mes grands-parents, des gestes d'autrefois. J'en avais pas conscience, ça c'est assez drôle parce que je suis pas allée les chercher. J'avais une attirance vraiment vis-à-vis de cet animal, avec vraiment l'envie de savoir ce que c'était que d'être un peu bergère. Et donc je me suis retrouvée assez vite à faire la tonte comme autrefois, donc la tonte aux forces. Et j'ai appris en fait par ma maman que c'est quelque chose que faisait mon grand-père. J'ai grandi en fait dans un lieu-dit perdu en Normandie, et il y avait en fait des brebis qui étaient son troupeau à lui. Et en fait, il pratiquait ce geste-là. Donc les odeurs, je peux pas expliquer, hein, c'est comme une Madeleine de Proust pour moi. C'est comme l'odeur des foins, tu vois, des meules de foin. Enfin, il y a des parfums comme ça qui m'habitent. Et donc, l'odeur de la laine et du suin, j'avais vraiment une attirance pour ça. Et donc, il y a aussi ce rythme-là, en fait, le fait de vivre au rythme du troupeau. Et donc ce lien avec ton grand-père, j'ai l'impression, est assez fort aussi dans le cheminement de tes projets. Oui, en fait, avec chacun de mes parents et de mes grands-parents, je me rends compte que chacun a amené sa pierre à l'édifice, en fait. Moi, j'ai une maman qui cuisine énormément, qui aime que les choses soient belles et bonnes. Donc, elle m'a vraiment initiée à cet art les Amérindiens disent la voie de la beauté. Et du coup, j'ai besoin en fait de cette beauté et de cette prise de soin en fait des siens par la nourriture et ce qu'on prépare. Puis j'ai un papa qui lui a eu un travail qui n'a rien à voir, mais en lien avec la justice. Donc il y a le mot juste. Donc ça, je le retrouve aussi moi dans l'écriture et une grande notion de la justice, du fait que ce soit juste pour tout le monde, pour le plus haut bien de tous. Et puis oui, chacun de mes grands-parents m'a apporté, tu vois,
j'ai beaucoup parlé de mon grand-père, mais ma grand-mère, elle faisait beaucoup de broderie, de tissage. C'est elle qui invitait toute la famille et qui faisait des grands banquets. Donc elle avait vraiment l'art de recevoir. Et puis, elle était vraiment sur le fait de broder les initiales. Et pour moi, c'était vraiment la tisseuse, tu vois. Autant la tisseuse de liens familiaux et de rassemblement que celle qui allait faire ce travail d'aiguille, tu vois, cette médecine du fil. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs apports comme ça, et puis cette autre grand-mère dont j'ai déjà parlé, qui elle qui avait des objets consacrés qui me fascinaient quand j'étais petite sur ces étagères, c'est-à-dire tout un tas d'objets, un pendule, des cartes, voilà, des photos de personnes inconnues qui étaient dans sa table de nuit parce qu'elle les suivait, les accompagnait avec des guidances en fait. Donc il y a eu un joyeux mélange. Et justement, tu as évoqué l'écriture. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours jusqu'à la genèse de Druides, ton magazine Druides? Donc j'ai travaillé longtemps alors, pour La Ruche qui dit oui, où j'ai fait beaucoup de portraits de paysans, de gens qui travaillaient la terre, d'ostréiculteurs, de viticulteurs, et que des gens qui étaient dans des alternatives nouvelles, respectueuses de l'environnement. On a fait ça avec mon amoureux, Olivier, qui lui faisait les photos. Donc on sillonnait les routes comme ça à leur rencontre. Et puis ensuite, on nous a demandé de faire une version française d'un magazine qui était d'origine canadienne, côté anglophone, donc de Toronto, qui s'appelait Pure Green, et on a créé Green Attitude. Et il y a eu 4 numéros de cette revue-là, qui étaient axés sur la survie en nature, comment habiter autrement, manger autrement. Enfin, on était toujours un peu sur cet éco-art de vivre. Et puis suite à cela, j'ai écrit 2 livres, donc un sur les épluchures, puisque j'avais cette obsession de ne rien gaspiller. En fait, j'avais eu cet exemple de mes grands-parents qui ne jetaient rien, et je trouvais qu'il manquait un ouvrage sur ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai créé un abécédaire. Je trouvais que c'était très pratique, tout ça en lien avec un mode de vie plutôt de circuit court, de locavorisme, et du coup, tu te retrouves assez vite avec des montagnes d'épluchures. Et puis ça a amené l'écriture d'un autre livre qui s'appelle Notre aventure sans frigo, toujours dans cette même idée un peu d'autonomie. Il y avait l'envie de redécouvrir les méthodes ancestrales de conservation. Donc je suis allée à la rencontre de plein d'anciens pour savoir comment ils faisaient en fait pour transformer les aliments. Et puis, suite à ça, on s'est dit avec mon chéri qu'il était peut-être temps pour nous de créer quelque chose de nos mains, et l'idée de Druides est née. On était de retour du Québec en fait. Moi, je donnais des conférences là-bas par rapport à l'anti-gaspillage alimentaire, au zéro déchet. J'avais été invitée à la première édition du festival Zéro Déchet à Montréal. Et sur le chemin du retour, au-dessus de l'Atlantique, je me souviens très bien m'être dit, ça y est, il est temps. Et ce mot druides est apparu. Et Olivier y a apporté sa créativité et sa sensibilité, puisqu'il a ajouté au mot déesse. Donc c'est devenu druides. Donc je trouve assez joli le fait que moi j'ai amené plutôt quelque chose de masculin en lien avec le druide, et lui avec la déesse. Il y a quelque chose en fait dans notre travail, je pense, où vraiment chacun valorise, révèle ou sublime le travail de l'autre en permanence. Donc c'est comme ça qu'est né Druides. Et puis très vite, j'étais dans la cuisine et je buvais une tisane, et je me suis dit il y a quelque chose à faire avec ces 3 mots: recette, remède, rituel. C'est vraiment descendu avec cette infusion et de plantes, ça a infusé, et voilà, donc on partait de la matière, vraiment de ce qui nous nourrit, pour aller progressivement vers plutôt quelque chose de l'ordre de l'éther, voilà, avec l'idée de se remettre dans le cycle du vivant, parce que l'idée de ritualiser, c'était plutôt pour se remettre en lien avec les cycles lunaires, les cycles solaires. Et donc dans ce magazine, tu continues à faire des portraits avec ces 3 mots-clés. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué, et pourquoi, ou des rencontres? Alors c'est toujours difficile de choisir, parce que chaque rencontre est enrichissante et nourrissante, et moi j'ai l'impression en fait que toutes ces rencontres m'habitent, comme tous les lieux d'ailleurs qu'on a traversés.
je suis tombée vraiment amoureuse de chaque région puisqu'il y a eu 7 recueils. Et en fait, on a été appelés, c'était pas du tout prévu au départ, mais finalement, on a été appelés par des régions porteuses de différentes énergies, différentes légendes. Et donc, j'ai l'impression que tout ça, maintenant, m'habite pleinement. Tu sais, on dit que les lieux nous façonnent et qu'on façonne les lieux. C'est vraiment ça, c'est qu'on a grandi ensemble avec Druidéesse. Et donc, parmi ces rencontres, il y a vraiment le fait d'avoir eu la chance de pouvoir échanger avec des femmes médecines d'ailleurs. Sans forcément se déplacer d'ailleurs, parce que mis à part le Canada où on a profité de notre voyage pour aller à la rencontre de femmes autochtones qui ont vraiment cette sagesse de cette terre et qui ont pu partager autour des plantes indigènes et de leurs traditions. Au-delà de ça, en fait, en France, chaque fois, sur chaque recueil, s'est présentée une femme médecine d'une autre contrée. Et j'aimais bien parce qu'en fait, dans l'écriture, moi, j'ai toujours été très animée par nos traditions indo-européennes, celtiques. Mais j'aimais les mettre en regard. Donc, en fait, chacune de ces grand-mères que j'ai été amenée à rencontrer arrive un peu en clôture. Tu sais, comme dans un cercle, en fait, où c'est la doyenne qui va s'exprimer à la fin parce que c'est elle qui est la porteuse de la plus grande sagesse. Et donc, voilà, c'est elle à chaque fois qui clôturait le recueil. Et donc, comme ça, on a pu rencontrer Mama Kenita du Guatemala, qui est gardienne du calendrier Maya. On a eu la chance de rencontrer Brooke Eagle Medicine, qui est une femme Lakota, qui a écrit sur le chemin de la femme bison blanc. On a rencontré des curanderas mexicaines qui s'appellent Ekshi et Sonia et qui partagent la médecine quantique des roses. Voilà, enfin, le chemin a été jalonné comme ça de rencontres. Il y a eu aussi Dawn, qui est donc au Canada, qui est cette femme autochtone originaire de Trinidad, mais qui a grandi en fait au Québec. Et tout ça m'a à la fois nourrie et à la fois réveillé, je pense, quelque chose qui était déjà là, mais qui était sous-jacent. Et donc, à travers elle, il y a vraiment eu comme une reconnaissance, tu vois. Et c'était très émouvant parce que rencontrer ces grand-mères les unes après les autres sans que ça ait été du tout décidé, j'avais l'impression presque d'aller à la rencontre de ma grand-mère ou de toutes les grand-mères du monde. Enfin, ouais, ça a été vraiment très fort. Et puis dans leur partage aussi. Je pense que l'une des choses les plus importantes qu'elle m'ait partagées, c'est le fait que les plus grandes épreuves de leur vie ont toujours été les plus grands cadeaux. Donc j'ai ce souvenir de Dawn, par exemple, qui me partageait le fait qu'elle avait traversé un cancer, qu'à ce moment-là, il y avait eu une séparation d'avec son mari, qu'elle s'était retrouvée seule avec ses 3 enfants, dans cette ferme qu'elle venait d'acheter au Québec, où il peut faire jusqu'à moins 40, avec, tu imagines, l'eau glacée dans les tuyaux. Et en fait, elle s'est relevée de cette maladie, elle faisait l'école à la maison à ses 3 enfants, et elle a eu 2 autres cancers derrière. Mais elle m'a dit, c'est les plus beaux cadeaux que la vie m'ait faits. Parce que il y a eu une transmutation en fait en elle, et puis un désir vraiment de faire de ce lieu un lieu de guérison. C'est un lieu qui est sur du cristal de roche, donc qui fait remonter beaucoup d'émotions, et puis qui vient panser des blessures. Et en fait, oui, ce lieu Earth Root, racine du cœur, il est né en fait de quelque chose qu'elle a traversé d'extrêmement sombre. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qui m'a profondément marquée, le fait que, d'ailleurs on fera le lien avec le livre, mais quelque part, c'est ce que j'ai traversé un peu moi aussi. Il y a cette idée que c'est au plus sombre de ce que tu traverses qu'il y a comme des failles en fait qui se créent et qui laissent passer la lumière plus peut-être que jamais en fait. Et on va en parler, oui, de ce livre, mais juste avant, tu parlais donc de ces grand-mères, mais aussi femmes médecine. C'est quoi ta définition à toi de la femme médecine et est-ce que tu te considères comme telle aujourd'hui ? Alors moi, je me considère... je me nomme pas, j'ai beaucoup de difficultés à nommer ce que je fais d'ailleurs. En fait, je laisse plutôt les autres
dire ce que ça peut leur apporter de venir, de lire par exemple, de plonger dans Druides et combien ça peut leur faire du bien, ou à travers les retraites. Voilà, je vois qu'il y a un avant et un après, c'est plutôt elles qui s'expriment à travers leurs témoignages. Mais pour moi, la chose que je peux leur apporter, c'est vraiment d'être là, de les accompagner, peut-être de les guider, de les amener à ouvrir certaines portes si l'envie est là, l'élan ou le besoin. Mais il y a quelque chose qui m'est très cher, c'est le fait que ce soit la personne qui fasse pour elle-même, qu'elle reste vraiment souveraine pleinement de ce qu'elle a à vivre, de ce qu'elle a envie d'enclencher, de ses prises de conscience. Donc, ce que je propose est révélateur. Il y a plein de prises de conscience et oui, tu vois, je me dis cueilleuse, recueilleuse et accueilleuse parce que je cueille des simples, donc ça fait partie des outils, le fait d'être accompagnée par les plantes ou par la forêt. Les simples qui sont, pour ceux qui ne savent pas. Qui sont les plantes en fait médicinales de nos terres qu'on retrouvait, qu'on utilise depuis la nuit des temps sur nos terres, qu'ont beaucoup utilisé d'ailleurs les moniales dans les monastères. C'est les plantes qu'on retrouvait, le romarin, le thym, la verveine, toutes ces plantes qu'on trouve partout. D'ailleurs, j'aime ce mot de simplicité, de simple, de faire des choses vraiment avec simplicité. Et du coup, c'est un outil qui accompagne. Recueilleuse parce que j'ai la sensation de me laisser vraiment traverser par, comme je te disais, des sagesses ancestrales qui m'habitent. Donc il y a le fait de toujours recueillir, même quand j'ai écrit des ouvrages, tu vois, d'aller recueillir les propos des anciens, des sagesses anciennes. Donc j'aime ce mot-là aussi. Et puis accueillir, parce qu'il y a à accueillir ce qui vient en fait. Et c'est un peu ce que je vis à travers ces retraites-là, qui sont l'extension de Druides, les dryades. C'est vraiment ça. C'est que je propose un espace, j'ouvre cet espace, je le referme et j'en suis la gardienne, avec toutes ces portes qu'elles peuvent franchir. Et là, je suis dans cet accueil de ce qui peut se produire et chez moi, de ce qui peut me traverser, que j'ai envie de leur partager, parce que je travaille beaucoup à l'instinct et dans ce qui vient. Et pour elle, en fait, dans ce qui peut se manifester pour elle. Mais je tiens vraiment à ce que, quelque part, elle est guidée vers une auto-guérison. Donc, il y a la partie transmission écrite avec Druides que tu as nourrie. Il y a aussi cette transmission orale, tu viens d'en parler, donc des retraites. Tu organises des cercles appelés Dana et des retraites immersives appelées Dryades. Est-ce que tu peux nous décrire ces deux rendez-vous et qu'est-ce qui se passe pendant un cercle, une retraite et quels sont les outils que tu utilises ? En fait, les cercles Dana, c'est vraiment une invitation à vivre ce cycle du vivant. Donc l'idée, c'est de célébrer ensemble les 8 festivals, les 8 fêtes anciennes paysannes d'autrefois, en fait, de nos terres. Donc là, on se retrouve sur une journée et l'idée, ça va être d'être en lien avec les plantes de la saison, les sagesses de cette saison, de ce passage. En fait, on est comme entre deux temps. Et je trouve qu'on manque aujourd'hui de temps de célébration. En fait, on n'a pas de temps de pause. C'est un peu une course effrénée où il n'y a pas d'arrêt. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est qu'elles aient un espace et le temps pour venir mettre en pause tout le reste et regarder ce qui s'est manifesté pour elles, peut-être avoir une intention pour ce qui va leur arriver, mais surtout être dans l'instant de cette fête qui est pour moi un passage et un portail et qui permet d'ouvrir la porte sur justement des prises de conscience, des choses dont on ne veut plus ou des choses qu'on se souhaite. Donc il y a toute la sagesse là pour le coup du vivant qui est là en soutien. Et moi, je travaille beaucoup avec ce que je nomme aujourd'hui cette intelligence divine. Parce que la nature, c'est notre miroir. Et donc, le fait d'aller regarder ce qui se passe dans la nature à ce moment-là nous aide à comprendre pourquoi nous, on traverse ce qu'on traverse. Donc ça, ce sont les cercles d'Anna. Donc, il y a 8 rendez-vous. Et en fait, ces 8 rendez-vous ont lieu et dans les Landes et au Pays Basque.
et parfois aussi sur le bassin. Donc 3 lieux de vie, 3 terres que je connais bien. C'est un peu mon triangle des Bermudes à moi. Et donc ça nous permet soit de nous retrouver pour celles qui veulent revenir, soit de venir goûter à ça en fait, à cette sagesse-là. Dryade, c'est quelque chose qui se déroule du coup sur un moment plus long. Là, l'idée, c'est vraiment une plongée immersive au cœur de la nature. Donc, on est hébergé dans un gîte qui est au cœur de la forêt, avec la plage pas loin, la rivière, enfin avec tous les éléments qui me permettent de naviguer en fait avec cette saison. Et donc là, pour le coup, ça a lieu aux équinoxes, comme les parutions de Dorides avant, parce que pour moi, c'est vraiment les 2 grands passages de l'année, équinoxe de printemps et équinoxe d'automne. Les 2 grands temps de bascule, saison claire, saison sombre, puisque l'idée, là, c'est d'accompagner dans le fait de revenir soit à de l'introspection, soit à de l'expansion. Et là, on va à la fois manger sauvage, donc on va se revivifier à travers les menus qui sont composés par Bibi, notre hôte, qui a appris à cuisiner en Irlande, qui a été marié à un Écossais et qui a vécu en Angleterre. Donc on est dans tout ce qui, moi, m'anime, c'est-à-dire vraiment toutes ces sagesses celtiques. Et donc voilà, ça passe aussi par l'assiette. Et puis dans un lieu qui, je dis qu'il a une atmosphère irlandaise, parce que vraiment, voilà, il y a le tartan, il y a le Chesterfield, il y a la cheminée à foyer ouvert. Enfin, on est dans un cocon qui est très chaleureux et qui permet de vivre cette transformation de l'être, parce qu'elle a besoin d'être vraiment soutenue, entourée, et donc on la vit dans un cocon. Et puis, au-delà des nourritures, je continue sur mes 3 portes. Ça va passer aussi au travers de transmissions herboristes. Donc, on va avoir un temps où je vais leur partager quelque chose qu'on va réaliser nous-mêmes pour soigner nos maux de la saison. Donc là, il y a aussi toute la fierté qu'on peut éprouver à fabriquer, à repartir avec un flacon, alors que ce soit un élixir, un macérat, et il y a le faire ensemble. Et puis, il y a aussi des temps de rituels. Donc, je parlais de transformation de l'être. En fait, ces espaces-là, on est vraiment sur un travail en profondeur, de fouissement ou d'excavation de choses qu'on a vécues et qui peuvent réémerger à tout moment parce qu'on est ensemble et parce qu'on est sur vraiment des temps, des seuils qui, en termes d'énergie, nous remettent en lien avec nos ancêtres, avec nos lignées, voilà, donc tout ce travail est soutenu par la nature, puisqu'on passe beaucoup de temps en nature, en forêt, on fait des bains de forêt, et donc je chemine avec mes outils. Donc la sylvothérapie, la chémothérapie, la florithérapie et la sonothérapie, parce que je travaille aussi beaucoup avec la vibration du son et de la voix. Et tu parles de la gémothérapie. Je sais que ça arrive que tu fasses aussi des ateliers dans des lieux assez atypiques lorsque l'occasion se présente, comme par exemple sur un livre perché, qui est une librairie dans les arbres à Saubion dans les Landes, qui est tenue par Olga et son compagnon, qu'ils ont construit d'eux-mêmes d'ailleurs, il me semble. Et j'avais participé à un atelier de gémothérapie, où tu expliquais l'histoire de la gémothérapie, et on a fait une expérience sensorielle où tu nous as, donc on était dans un cercle, tu nous as donné quelques gouttes d'une essence d'un arbre, tu nous as pas dit laquelle au départ, donc quelques gouttes dans la main, on a pris ça sur la langue et ensuite on a fermé les yeux et on s'est concentré sur les sensations qu'on pouvait éprouver à ce moment-là, et tu nous as fait une sorte de méditation guidée, chantée. Et moi, ça m'a énormément marquée, puisque j'ai senti que j'étais rentrée comme à l'intérieur de moi et que j'avais un espèce que c'était grand, que ça s'agrandissait, il y avait énormément d'espace, j'en avais carrément le vertige, mais de grandeur à l'intérieur. Et tu nous as dit que c'était l'essence d'aubépine qui était reliée à l'ouverture du cœur. Oui, en fait,
Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de ne pas vous dire vers où je vous emmène et que vous le découvriez un peu par vous-même, mais surtout avec les sensations, avec le sensoriel. Aussi et surtout parce que l'intention qu'il y a derrière ces retraites ou derrière, que ce soit les dryades ou druidéesses ou même le livre, on en parlera peut-être après, mais c'est toujours que chacun retrouve de lui-même ce chemin-là vers ses mémoires, vers cet instinct en fait qu'on porte tous. C'est pas un don que moi j'ai. Moi j'ai cheminé, j'ai fait beaucoup de choses expérientielles et de manière empirique. J'ai beaucoup d'abord désappris puis réappris. Et l'ayant parcouru en fait ce chemin, je peux maintenant guider et transmettre autour de ça, mais j'ai vraiment envie que vous ayez chacun votre propre chemin. Donc l'intérêt avec ça, c'est vraiment que par le sensoriel, par vos ressentis, par les images qui peuvent venir, par des messages ou vraiment des sensations physiques, que vous vous rendiez compte a posteriori que finalement vous avez tout à l'intérieur de vous. C'est ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a toujours une émotion à la fin du cercle, de s'apercevoir que chacun avait une part de la vérité et qu'à vous tous dans le cercle, vous aviez peut-être toute la vérité, ou en tout cas une grande partie. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de travailler avec le vivant, avec cette médecine des arbres, avec les esprits plantes, avec les animaux, avec les pierres, etc. Mais qu'il y ait des vraies révélations de l'intérieur en fait. Et après ces 7 éditions de Druidéesse et le développement de tes cercles, tes retraites, tu es revenu à tes tout premiers amours avec ces 2 premiers livres que tu avais sortis avant le magazine. Tu as sorti ton dernier livre, De la Terre à la Lumière. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors avec joie, c'est un livre qui s'est écrit sur les terres basques. Et que je n'aurais jamais écrit, j'en suis convaincue, ailleurs. Parce que c'est vraiment l'énergie de cette terre qui a inspiré totalement l'écriture de cet ouvrage-là. C'est le tout premier en fait où je parle en mon nom, donc c'était pas rien pour moi parce que du coup j'ai, comme toi, été longtemps à la rencontre des gens et avec vraiment cette chose qui m'animait de les révéler au monde, de montrer combien ils proposaient des choses incroyables et donc de les mettre en lumière en fait. Et puis après ça, j'ai connu une période vraiment charnière, on va dire, de l'ordre de celle que tout un chacun peut vivre dans sa vie, c'est-à-dire que Druidéesse, on avait arrêté en fait les publications, donc au 7e recueil. Je ne donnais plus de cercle puisque j'avais pas de lieu en fait pour les proposer, puisque ça a suivi un déménagement. Et tout ce à quoi je m'identifiais, y compris mon lieu de vie, les amitiés, j'avais plus rien de tout ça en fait. Et c'est au moment aussi où la forêt qui m'a beaucoup enseigné, la forêt de la Teste, en pays de bûches, cette forêt en fait a pris feu. Et j'ai vraiment eu la sensation au-dedans que pour moi c'était pareil en fait. Et il y a un moment où il va falloir trouver la ressource. Donc si tu veux, avec cette histoire d'éco-buage, ce que j'ai découvert et que j'ai trouvé très beau comme image, c'était une belle allégorie, c'est qu'en fait les bergers pratiquaient ce rituel-là, parce qu'au bout d'un moment, la forêt, tu ne peux plus y pénétrer, ou en tout cas les collines, tu ne peux plus cheminer. Donc, ils pratiquent l'écobuage et ils disent que ça permet de retracer les lignes de vie. Donc, ce qui, en gros, est l'essentiel, en fait, dans ton chemin ou dans ton quotidien. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si tu étais dans un dépouillement tel que tu vas chercher au fond de toi, dans le creuset du creuset, qui tu es en fait. Qu'est-ce qui te reste quand tout a été repris ? Et pour moi, il y a beaucoup du coup là-dedans de la personnalité ou de l'ego. Et donc quand tout s'effondre, qu'est-ce qui reste en fait ? C'est quoi les fondations de tout ça ? Et en fait, ce livre s'est écrit là-dessus. Je dis, il s'est écrit sur un chemin de cendre et de suie.
Mais ce qui est très beau, c'est que c'est comme la forêt, hein, c'est que on peut s'apercevoir que dans d'autres pays, sur d'autres continents, en fait, il y a vraiment des feux rituels, comme en Australie ou en Afrique, qui sont pratiqués justement parce que tu as des graines en fait qui ont une coquille tellement épaisse que sans un feu, la graine ne pourra jamais germer. Donc c'est un peu comme l'histoire du bourgeon, tu sais, c'est cette superbe citation c'est Nina Nin qui dit il y a un moment où ça devient plus douloureux de rester à l'intérieur du bourgeon que d'éclore. Et donc c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que à partir de là, il y a eu une renaissance et où ce que j'ai ressenti, c'est que plus tu descends profondément en toi, et plus tu vas remonter à hauteur de ce que tu es descendu. Donc, moi, ce qui m'a ravivé, revivifié, régénéré, c'est tous les temps que j'ai passé en nature à ce moment-là, parce que c'était la seule chose qui me redonnait goût au vivant, à la vie. Et donc, je partage ça, en fait, dans cet ouvrage. Le fait que cet élan vital de la nature, le fait de plonger dedans, te permet de réveiller ton propre élan et finalement ton propre feu sacré, parce que on voit beaucoup de négatifs à travers ce feu, mais il a un côté très purificateur. C'est-à-dire que derrière, ce qui va en sortir, c'est justement des graines d'arbres qui n'auraient jamais pu éclore si le feu n'était pas passé par ce chemin-là. Bon, après, ça m'évoque aussi, tu vois, tous les paysages que j'adore, de tourbières, de feux dans les tourbières. C'est... Oui, il y a une magie en fait là-dedans, de transformation. Et donc je partage en fait au travers de ce livre qui s'intitule De la terre à la lumière, sur une année entière, pour chaque pleine lune, les sagesses que j'ai recueillies de nouveau de cette nature. Donc sur toute la saison sombre, je partage plutôt ce travail qu'on peut faire sur soi, donc qui est vraiment un travail pour révéler son unicité. Donc, qui je suis, au-delà de tout ce que l'extérieur m'a renvoyé, vraiment qui je suis au plus profond de moi, c'est quoi cette essence en fait? Qu'est-ce qui vibre au plus profond? Et donc, il y a tout ce travail individuel d'abord, et puis à partir du moment où on arrive à la saison claire, sur toutes les autres pleines lunes, on est vraiment plutôt sur le vivre ensemble et cette conscience unitaire, et que je crois on peut pas mettre en œuvre tant qu'on n'est pas passé par un travail d'abord sur soi, en fait, de guérison, d'aller regarder sur son arbre généalogique, qu'est-ce que portent nos lignées, où sont nos peurs, comment les transcender, enfin, voilà. Et donc, il y a eu deux gardiennes pour ça, deux peuples, en fait. Je me suis vraiment rapprochée pour le coup du règne animal, moi qui étais très proche du règne végétal, avec vraiment... ce règne qui peut vivre sous terre et qui peut être vraiment sur du ressenti et du vibratoire. Et puis aussi plutôt le peuple des airs, qui va lui aussi être sur du vibratoire, mais plus solaire en fait. Il y a vraiment une partie plutôt lunaire et une partie plutôt solaire. Et puis il y a une troisième partie dans le livre où on rassemble, on réunit tout et on transcende tout ça pour être vraiment réunifié. Quelles sont les coulisses de la création d'un magazine comme Druidéesse, de ses éditions, mais aussi finalement de ton livre, De la Terre à la Lumière? Alors les coulisses de Druidéesse, c'était vraiment du coup un travail guidé par les saisons, puisque je réalisais moi-même toutes les recettes de cuisine sauvage, tous les remèdes. Donc j'y partage en fait avec très peu d'ingrédients comment est-ce qu'on peut soigner les maux du quotidien avec ce qu'on a autour de chez nous, toutes nos plantes indigènes. Ensuite, il y a vraiment les rituels où j'allais à la rencontre des gens avec Olivier. Donc il y a toutes nos pérégrinations. Donc ça, c'est le côté très lumineux, c'est-à-dire que vraiment, ça a été une plongée dans cette cyclicité. Et puis le fait de partager finalement des choses que moi je faisais dans mon quotidien et que n'importe qui en a l'envie
peut faire chez lui. Et puis, le revers et les, et les coulisses, la chose un peu plus complexe, c'est que de se lancer pour la première fois dans de l'auto-édition, ça demande en fait vraiment d'être au four et au moulin. C'est-à-dire que moi, auparavant, je ne faisais que mon cœur de métier qui était vraiment soit de proposer des ateliers pour transmettre, soit d'écrire et de transmettre par l'écrit. Mais je n'allais pas chez un imprimeur. Là, avec Olivier, on allait au BAT, on faisait nos relectures tard dans la nuit pour pas qu'il y ait de coquilles dans les textes. Je faisais tout valider à chaque personne qui apparaissait en fait dans chaque numéro. Et puis il y avait tout le travail de communication, donc toute l'animation des réseaux sociaux pour faire parler de lui. Et les expéditions. Et les expéditions, c'était aussi très lourd en fait en termes de travail parce qu'en fait, tout ça, ça représente chez un éditeur je ne sais combien de métiers. Et donc là, il fallait vraiment porter toutes les casquettes. Donc ça, c'est la chose que j'ai trouvée, moi, la plus délicate. C'est que c'est très difficile, alors qu'on est sur de la création, d'être aussi sur la communication, la commercialisation. Moi, j'ai pas du tout cette fibre en fait commerciale, donc pour moi, c'est vraiment la limite de la chose, c'est qu'on a notre part de génie, et puis il y a des endroits où on est beaucoup moins à l'aise, et donc la diffusion, par exemple, pour moi, c'est devenu vraiment extrêmement compliqué parce qu'il s'agit d'échanger avec des points de vente, donc voilà, donc c'est ce que moi j'ai trouvé difficile. Et puis quand on fait tout ça à la maison, c'est des tonnes de cartons de magazines qui arrivent sur des palettes dans le salon, c'est de la mise sous enveloppe de chaque recueil sans se tromper par rapport aux numéros qui ont été commandés, c'est beaucoup de tamponnage parce qu'on expédiait en Suisse, en Belgique, au Canada, donc on a collé aussi beaucoup de timbres avec nos enfants. Passer beaucoup de temps. Mais le cadeau aussi derrière ça, c'est qu'on les a beaucoup emmenés avec nous. Et donc, ils ont eu la chance de rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement. Tout à l'heure, tu évoquais les rencontres merveilleuses. Et avec nos enfants, la rencontre, je crois, qui aura marqué le plus tout ce parcours-là, ça a été de gravir une montagne avec eux pour rejoindre un endroit où un lama, donc de tradition bouddhiste, était en retraite pour qu'il nous partage sa sagesse, et les enfants étant là, il s'est adressé beaucoup aux enfants. Et tu vois, j'ai cette image en fait gravée, des petits drapeaux tibétains qui flottent au vent, de voir les montagnes enneigées, comme si on était à des milliers de kilomètres alors qu'en fait on était en Ariège. Donc pas loin. Et ça, je trouve que ce sont des moments qui sont extrêmement précieux, tu vois, pour eux, parce qu'ils étaient dedans, en fait. Le truc, c'est que quand tu montes comme ça quelque chose en auto-édition, il n'y a pas un lieu de travail et ta maison, il n'y a pas des horaires fixes où ça s'arrête et tu n'y penses plus. En fait, on mangeait Druides, on dormait Druides, et Druides était omniprésent au sein de la maison. Donc oui, ça a été vraiment une expérience familiale. Dans le podcast Des ailes en cuisine, que tu as enregistré en 2021, tu disais « Ce qu'on a infligé à la Terre, on se l'inflige aussi ». Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision de notre interconnexion au vivant, dans le sens aussi où on ne fait qu'un finalement entre vivant et humanité ? Alors avec joie, ce qui est drôle, c'est que je pense que j'ai cheminé depuis, parce que je ne formulerai plus ça comme ça aujourd'hui. Parce que pour moi, entendre cette phrase, il y a une consonance assez négative en fait. Aujourd'hui, en fait, je dirais tout le soin qu'on peut se donner, en fait, c'est du soin qu'on apporte à la terre. Et j'ai vraiment la sensation, par exemple, au travers de ces cercles ou de dryades, que non seulement il y a une prise de conscience de cette reliance et du fait de faire partie, parce qu'on communie. T'as vu, c'est drôle, les cigales dialoguent désormais avec nous. Et voilà, c'est l'interconnexion. En fait, c'est ça qui est magique. Et j'observe ça, j'en suis aussi témoin
pendant les retraites Dryade, c'est que c'est assez magique de voir qu'à partir du moment où tu te connectes à la nature et au vivant, que c'est pas l'homme qui monologue en fait. Il y a vraiment des réponses qui te sont offertes si tu es attentif et si tu es à l'écoute. C'est juste merveilleux de constater qu'on parle d'interconnexion, de reliance au vivant et bam, le dialogue s'entame. Euh, alors du coup, j'ai perdu complètement mon histoire de question. Euh, Ça m'a sauté aux oreilles. Tu sais, on dit ça m'a sauté aux yeux, mais là, ça m'a sauté aux oreilles. Oui, c'est vrai. Ça vient illustrer exactement en fait la question. Elles ont répondu elles aussi. Si, j'y suis. C'est qu'en fait, voilà, tout le soin qu'on va s'apporter et toute la lumière qu'on va pouvoir mettre sur des blessures, pour moi, c'est aussi de la lumière et du soin qu'on apporte à la terre et aux vivants. Je suis assez convaincue aujourd'hui que prendre soin de la terre, c'est prendre soin de soi et vice-versa. Donc, tu vois, dans la formulation, je ne dirais pas la chose de la même manière. Et ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une prise de conscience souvent pendant les retraites du fait de faire partie. Et pour moi, ça va au-delà de ça parce que pour moi, c'est vraiment la nature, tout est dedans en fait. Si on prenait le temps juste de s'asseoir et d'écouter, on aurait toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut éventuellement se poser en fait. Et donc oui, ces temps où on prend soin de soi au cœur de la nature, pour moi, on fait aussi un soin à la nature en même temps. Je fais même pas de distinction d'ailleurs entre les deux. C'est vraiment parce que ça va être des temps où on va comme caresser la terre. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va être dans un autre rythme, on va être dans une autre conscience, avec une autre sensibilité. Donc on n'est plus du tout dans le même espace-temps. Et ça, la nature le reçoit. Et ça lui fait très plaisir parce qu'elle n'attend que ça. Donc on va avoir des manifestations comme ce qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que du coup, il y a un dialogue qui s'entame. Et ça, c'est magnifique pour moi de voir... synchronicité un peu, quelque part. Oui, c'est toute la magie. Je parle beaucoup de magie dans tout ce que j'ouvre comme espace. Et justement, en termes de synchronicité ou, moi j'aime bien dire écosystème ou unicité aussi, le côté circulaire, j'aimerais savoir en quoi chaque projet en fait naître un nouveau te concernant et comment comment ils se nourrissent en fait tous ensemble. Mais en fait, je crois que tout au long de ce parcours, le fait d'être à l'écoute des cycles du vivant, je me suis mise moi-même à l'écoute de cycles. Et donc, il y a vraiment eu des cycles, en fait, sur ce chemin. Ce cycle où vraiment j'ai écrit beaucoup sur le fait de tout sublimer, de rien gaspiller. Et puis ce cycle-là a donné naissance, parce que tous les apprentissages qui ont été liés à ça, notamment le fait d'apprendre les méthodes ancestrales de conservation, ça a préparé le terrain pour m'initier à l'herboristerie. J'ai pris des cours pendant 4 ans en fait, d'ethnobotanique et d'herboristerie, mais en fait j'avais déjà tout ce passif d'expérimentation autour des nourritures et de la conservation. Or, les méthodes de conservation sont les mêmes. Et puis ensuite, après ces 7 druidéesses, quand on est arrivé au 7e, j'ai senti qu'on arrive au bout d'un cycle. Et j'ai compris, le sens est arrivé après, qu'en fait, chacun était lié à un chakra, chaque recueil, et qu'en fait, ça avait été vraiment un voyage initiatique à travers cette terre, et que ce voyage, il arrivait à sa fin, la boucle était bouclée. D'ailleurs, on a commencé par ce numéro où on a fait tous nos portraits dans les Landes, et on est arrivé dans les Landes à ce moment-là, donc la boucle était vraiment bouclée. Et puis, une fois qu'on a eu fini ce cycle, c'est là que j'ai ouvert les cycles avec Dana, avec les cercles, pour qu'on puisse se retrouver et célébrer ça ensemble. Et puis après Dana, il y a eu le livre De la Terre à la Lumière,
Et de la terre à la lumière, je pense que ça a vraiment ouvert le passage à Dryade, parce que le fait de prendre la parole en mon nom, je pense qu'après, j'étais prête à prendre la parole de vive voix pour de la transmission orale. Donc, c'est comme si, en fait, à chaque fois, il y avait eu le fait de creuser un sillon et puis comme si chaque projet portait déjà en germe le suivant. Et comme si tout ça était... j'aime beaucoup cette image de l'escargot que j'ai mis dans le livre. Alors, ça rejoint totalement l'image que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans cet escargot, moi, j'ai vraiment des moments dans mon rythme de vie et de travail, de contraction, où je me replie sur moi. Comme l'escargot, tu vois, il y a vraiment des temps où j'ai besoin d'infuser les expériences, j'ai besoin de me retirer complètement du monde, et je me sens vraiment très ermite dans ces temps-là. Et puis une fois que ce temps d'infusion arrive à son terme, là je me sens prête à retourner vers le monde, et là j'ai des temps de transmission avec les retraites ou avec les cercles, mais je sens que j'ai besoin des temps d'infusion pour qu'il y ait des temps d'effusion. Et je sens que pour moi, c'est devenu vital, ces allers-retours. Tu vois, d'ailleurs, je fais ce geste et je me dis, c'est comme pour moi vraiment une respiration. J'ai besoin d'inspirer pour pouvoir expirer au monde ce que j'ai retiré de ce que j'ai vécu au-dedans, en fait. Et comme tu as eu peut-être besoin de t'inspirer des autres, puisque tu es allée à leur rencontre pour ensuite, toi, expirer et exprimer ta voix, oui. Parce que avant qu'on se retrouve aujourd'hui, on s'est eu au téléphone et tu me parlais aussi de Voix sauvage, le podcast, quelque part, c'est ultra similaire. Tu me disais, c'est un peu comme l'histoire de l'alchimiste, va explorer ailleurs si tu y es et ensuite tu reviendras à la source, parce que tout partait de toi. Donc c'est exactement ça en fait, l'illustration. Oui, je pense qu'il y a un temps vraiment, mais je fais les mêmes allers-retours finalement que dans le livre. Hein. Il y a vraiment pour moi ces temps de contraction, puis d'expansion, de contraction, puis d'expansion. Après, je pense qu'on n'a pas tous le même rythme. Chacun a sa respiration propre. Et puis, il y a des personnes qui expirent plus longuement que ce qu'elles n'inspirent. Ou c'est comme les battements de cœur, finalement. En fait, chacun a son propre pouls. Ça, c'est le mien, mais j'invite tout un chacun, chacune à trouver son propre rythme. Il y a des gens qui ont besoin d'être toujours en retrait, comme il y a des gens qui ont besoin d'être toujours dans une effervescence et dans de la communication. Donc, l'idée, c'est plutôt d'inviter chacun à être à l'écoute de ses besoins vitaux. Quels sont les principaux challenges qui ont croisé ta route et comment tu les as transcendés ? Alors, le premier challenge qui m'apparaît, là, qui émerge tout de suite, c'est le fait de se révéler. Ça a été très difficile pour moi qui étais habituée à faire des portraits, donc à aller voir chacun et avec Olivier qui prenait en photo chaque personne et moi qui recueillais les propos de chacun. Ça a été très difficile de me montrer. J'avais une propension vraiment à me sentir très bien cachée au fond des bois, et sortir du bois, ça n'a vraiment pas été simple. Mais c'est tout mon challenge dans cette vie, parce que mon signe est en regard, mon signe astrologique de Poisson est en regard avec celui du Lion. Et donc, il y a vraiment ce challenge d'oser révéler qui on est au monde. Et pour moi, ça, c'est vraiment éprouvant. Mais j'ai fait un énorme travail là-dessus. Et le livre, en fait, a vraiment été le grand passage, en fait, pour moi. Mais c'est une vraie renaissance, hein, parce que accepter d'apparaître en couverture, accepter de parler au jeu, pour moi, c'était vraiment une difficulté. Ce qui est sûr, c'est que derrière tout ça, il y avait vraiment l'envie. Moi, j'ai besoin de me sentir libre et très autonome. Et je suis profondément animée par le fait que chacun puisse retrouver cette autonomie. Je pense que derrière les premiers livres que j'ai écrits, il y avait vraiment le fait de retrouver une autonomie alimentaire, énergétique. Enfin, il y avait tout ça en fond. Et il y a eu ensuite, par le biais de Druides,
le souhait que chacun retrouve une autonomie aussi médicinale, qu'on puisse, pour les maux du quotidien, retrouver ces savoirs-là et ces gestes oubliés. Et puis ensuite, il y a le désir aussi que chacun trouve son autonomie spirituelle, en fait. Qu'est-ce qui me parle, qui ne va pas forcément parler à... Parce que je pense que chacun peut trouver sa voie, en fait. Est-ce qu'il y a un rêve que tu as abandonné et pourquoi? Je crois n'avoir laissé aucun rêve sur la, sur la route. Après, ce qui est assez beau, c'est que ça se manifeste jamais vraiment comme tu peux l'imaginer ou le concevoir. Mais tout ce que j'aimais faire enfant, en fait, finalement, je le fais aujourd'hui. Euh, J'adorais chanter, j'ai toujours aimé chanter et je chante à l'occasion des cercles ou des retraites. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit et j'écris. J'ai toujours aimé être en nature et aujourd'hui je suis en nature. Enfin, je n'ai pas la sensation d'avoir Le théâtre aussi? laissé quoi que ce soit de côté. Oui, alors ce qui est drôle, c'est que j'ai démarré, moi je faisais beaucoup de théâtre enfant, adolescente et donc... J'ai fait d'abord des études dans les arts vivants, le spectacle vivant. Et, euh, et puis ce qui a été difficile pour moi, c'était justement de monter sur scène, parce que tant que j'apprenais, ça allait. Mais à partir du moment où vraiment il y a eu des choses concrètes de propositions et d'opportunités de jouer dans des pièces et d'être sous les éclairages, là, c'était plus du tout, c'était plus du tout la même chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on me repropose un projet en lien avec ça, mais en lien avec la nature. Donc, je pense qu'en fait, mon, mon souhait de partager ce respect du vivant me permet de dépasser les craintes que je peux avoir de me montrer. Donc ça, c'est assez fabuleux parce que je pense que c'est plus fort le fait de vouloir partager que le fait de craindre de monter. Alors là, c'est pas vraiment sur scène puisqu'on sera tous à même le sol et que c'est un spectacle sur l'arbre et la biodiversité autour de la chouette et toute la vie du chêne. Mais oui, là aussi, la boucle est bouclée puisque finalement, je reviens aux arts vivants au moment où je m'y attendais le moins. Et on m'amène ça sur un plateau. Et ça me plaît beaucoup parce que ça va être un spectacle avant tout à destination des jeunes, en fait, des enfants, des adolescents. Et donc, ça va me permettre de partager d'autres choses et différemment avec un autre public. Donc ça me met vraiment en joie. Surtout que moi qui ai une âme de conteuse et qui aime cette magie du vivant, magie... le fait de mettre en scène quelque chose, il y a vraiment la possibilité de mettre beaucoup de poésie, en fait. Et quelles sont les personnes qui t'inspirent au quotidien et que tu aimerais peut-être écouter sur Voix sauvage? Alors, le premier nom qui me vient, c'est Paul Watson. Tu vas avoir du mal à l'interviewer, je pense. Pourquoi pas? Enfin, on croise Mais les toi, doigts que cette histoire se dénoue très vite. Mais... toi qui es en lien avec l'eau, en fait, je suis très admirative de personnes qui sont prêtes à mettre leur vie en danger pour le vivant. Là, ces dernières semaines, vraiment, je pensais à tout ça, tu vois, et je me disais jusqu'où est-ce que certains humains sont prêts à aller pour prendre la défense du vivant. Je pense aussi à Thomas Braille par rapport aux arbres, à la défense des arbres. Je trouve que voilà, le fait d'être animé par une cause et de tout remettre sur un plan circulaire et non pas pyramidal, au point de se dire ma vie ne vaut pas plus que la vie d'une baleine ou la vie d'un arbre. J'avoue que je porte une grande admiration à ces personnes qui sont capables même de tout mettre de côté, leur vie de famille, pour faire barrage et de s'interposer devant un bateau ou devant des grues au risque de tomber d'un arbre voilà, pour défendre la vie d'un bébé phoque ou d'une baleine ou d'un platane.
Je me dis, mais si on emprisonne des personnalités comme ça, qui, qui va s'interposer? Qui a cette force? C'est même pas une force, c'est... C'est comme une dévotion, quoi. Ouais, tu sais, c'est en révérence au vivant, quoi. Ça demande une telle force de caractère. Et puis là, il y a un côté guerrier, en fait, alors que moi, j'ai pu goûter avec cette expérience de pompier volontaire, où bah, tu vas au feu, tu vas sur un accident. Ça, c'est le côté yang que je suis allée explorer. Mais en fait, je crois que justement, il faut vraiment les deux. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être amenées par la douceur, par la poésie, par la beauté pour sensibiliser. Et puis il y a des moments où il nous faut ce côté aussi guerrier pour aller au front et dire là c'est pas possible. Là, parce que si on ne défend pas les arbres grâce auxquels on respire ou les baleines, ben voilà, qui dit plus de baleines, dit plus de phytoplancton, dit plus de vie sous-marine, dit plus d'humanité en fait. Et je crois que peu de personnes ont cette conscience qu'un maillon de la chaîne qui disparaît, c'est l'ensemble de la chaîne qui est remise qui est mise en danger en fait. Je vais parler de mon compagnon de vie, de ma moitié, qui a l'art et la manière en fait de mettre son trait et son art, qui est plutôt même un artisanat, au service des autres. Je trouve assez fascinant le fait que, moi, dans ce que je lui propose d'illustrer ou de photographier, c'est quand même toujours très féminin, très subtil, et c'est pas forcément son univers. Et il a cette aptitude à se mettre vraiment à l'écoute de l'autre et à être capable de retranscrire, puisque moi je n'ai pas ce don du dessin ou de la photo ou de capter par l'image. Moi je capte par les mots. Et donc c'est pas, je pense que c'est pas donné à tout le monde en fait d'être capable de se mettre à ce point au service quand c'est un univers qui vous est totalement éloigné. Et ce que je trouve très beau en fait dans ce qu'il fait, dans ce qu'Olivier fait, c'est que pour moi, en plus, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que je vois à travers ça vraiment le masculin et l'énergie masculine qui, à l'heure qu'il est, se met parfois au service de l'énergie féminine, qui est une énergie plus dans la prise de soin. Le vent répond à travers les arbres. Qui est vraiment le fait de parfois d'être le socle qui manque sur une énergie féminine. Et vraiment, il a cette capacité-là. Et voilà, le livre ne serait pas ce qu'il est sans ses dessins, qui sont extrêmement sensibles, et Dorides non plus. Et donc, déjà, c'était là dans le nom, mais ça s'est prolongé dans chaque chose qu'on crée ensemble. Et on est actuellement en train de co-créer un nouvel objet qui accompagnera les retraites et qui sera aussi à disposition du public. Et de nouveau, je vois qu'il est capable de rentrer complètement dans l'univers, moi, qui m'habite, mais qui n'est pas du tout le sien. Et je trouve que c'est vraiment presque de l'abnégation, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ne pas vouloir se mettre en avant à tout prix, mais être capable de se mettre au service de plus grand que soi, d'autres énergies. Et il y a quelque chose là-dedans, moi, que je trouve très chevaleresque. Alors, je vais te faire rire parce que ça m'évoque vraiment, tu sais, cette culture des Highlands, en fait. Pour moi, il y a quelque chose de très écossais là-dedans. C'est-à-dire avoir des valeurs. Et Olivier, il a plutôt une énergie de guerrier, puisqu'il fait des arts martiaux depuis 30 ans. Il transmet cet art de la main vide avec le karaté-do. Et en fait, ce guerrier est capable, à certains moments, de vraiment se mettre dans cette énergie féminine pour l'accompagner et pour la manifester dans la matière. Parce que moi, je ne saurais pas manifester ça dans la matière. Moi, ce que je fais, c'est très éthéré. Et donc, lui, il est capable de le matérialiser par du concret. Et donc, cette image-là, presque de guerrier et de poète, ou de guerrier et de médecine, comme tu disais, ou de guérisseuse, je trouve que c'est très beau, cette alliance, en fait.
Je crois qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui nous est demandé de cet ordre-là, même si évidemment les femmes portent aussi une énergie guerrière et les hommes aussi une âme sensible et poétique. Mais il n'empêche que nous, ça coexiste grâce à ça, en fait. Grâce au fait de marier les deux et de les entrelacer en permanence. Alors Marie, j'ai reçu une question sauvage pour toi, posée par un proche, et à laquelle tu pourras répondre dans l'épisode. Je te la fais écouter. Tu ne le diras pas, mais je t'ai vu le faire, et j'ai observé les soins prodigués à ton auditoire. Ma question est, à quoi penses-tu ou quelles images te traversent lorsque tu chantes pour des personnes ? Waouh. Alors c'est délicat pour moi de parler de ça alors que c'est quelque chose que j'aimais et pas que je reçois. J'ai pas forcément d'image ou quoi que ce soit qui me vient de visuel à ce moment-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand je chante, il y a plutôt une intention. Il y a vraiment une intention d'amour, de bien-être de l'autre, et donc ce qu'il en ressort apparemment au vu de ce qui s'est passé au Festival Celte de Bègle, c'est que les gens sont touchés en fait. Ils sont vraiment profondément touchés puisque j'avais plein d'hommes, plein de femmes qui étaient là pour un atelier d'herboristerie et on a fini cet atelier d'herboristerie avec ce chant parce que ce qui m'est venu à la fin, c'est que c'était important qu'on remercie les plantes qui s'étaient données pour cet atelier où on faisait une petite amulette de protection pour son foyer. Et donc, comme remerciement, moi, j'ai émis un chant. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça touche à ce point les gens qui... Enfin, il faut s'imaginer un contexte d'atelier où on est en plein air, où il y a 30 personnes assises autour d'une table. Et donc, certains d'entre eux, pas mal d'entre eux, ont vraiment pleuré en ressentant le parfum des plantes et en écoutant ce chant, qui était un chant sur l'ouverture de cœur, en langue ancienne en fait. Et je pense que, et d'entendre une langue qu'ils ne comprenaient pas, puisque c'était le même principe que ce que tu as vécu lors de l'atelier, ils ne pouvaient pas se raccrocher à du mental, à du sens. Il y avait vraiment que le fait de recevoir cette vibration. Ça les a beaucoup émus, ça a fait émerger des émotions. Et donc c'est plutôt une intention avec laquelle je pars, qui est vraiment une intention de lumière, d'amour. Et donc je pense que c'est ça qui est perçu, et c'est pour ça que certainement il y a quelque chose qui, comme c'est de cœur à cœur, il y a quelque chose qui passe. Et donc Olivier a été témoin de ça, et comme en règle générale il n'est pas là lors des cercles, enfin il n'est jamais là pendant les cercles ou pendant les retraites, il a été assez stupéfait de voir ce que le chant pouvait produire. Mais c'est vraiment pour moi se laisser traverser par ce qui est là, puisque j'avais pas du tout une intention de faire ça avant l'atelier, et puis c'est venu. Que dirait la Marie enfant si elle voyait le parcours de la Marie d'aujourd'hui ? Elle lui dirait d'avancer en confiance, parce que peu importe les chemins buissonniers empruntés, l'âme sait, le cœur sait. Et donc finalement, c'est drôle cette question, parce que moi qui maintenant ai des enfants qui sont en âge de commencer à se poser des questions par rapport à leur orientation, moi j'ai vraiment la sensation qu'on peut faire toutes les digressions du monde. Finalement, il y a quelque chose de plus grand que soi qui nous guide. Et donc c'est drôle, parce que moi, des envies que j'ai pu avoir, il y a un moment où la vie m'amène là. Mais avant, j'ai pu passer par moult sentiers. C'est pas du tout facile cette question. Tu parlais d'avancer en confiance, mais pour avancer en confiance, est-ce qu'il faut quand même aussi pouvoir se connecter à soi et à ce qui nous fait vibrer peut-être quelque part, et de suivre ça ? En fait, je pense que vraiment, pour moi, la chose la principale, c'est l'intuition. C'est que moi, je me suis toujours laissée guider par mon intuition, et finalement, je me rends compte que de se laisser guider par son intuition, ça ne trompe jamais. C'est vraiment tout au bon endroit, au bon moment. Et plus on est à l'écoute de ça, plus on est à l'écoute des signes et de tout ce qui peut être de l'ordre du subtil, et plus
on est à sa juste place et là, tout se déroule comme par magie et tout coule de source. Donc, je lui dirais ça, en fait, à cette petite Marie. Je lui dirais, ton cœur te guide et puis tu es guidé, tu es entouré. En fait, j'ai vraiment cette sensation qu'on a l'impression qu'on chemine seul, mais on est, on est très, très, très accompagné. Et qu'est-ce qui te fait te sentir libre aujourd'hui ? Je crois que ce qui me fait me sentir le plus libre, c'est une foi. J'ai vraiment foi en tout ce qui peut arriver. Que ce soit... que ça puisse sembler être un obstacle ou un... Je pense que maintenant, avec le recul, j'ai tellement conscience que, justement, tout ce qui peut sembler être difficile, finalement, derrière, il y a je dis derrière chaque chaos, il y a un cadeau. Que pour moi, la liberté, c'est ça. C'est de me dire, mais finalement, tu pourras toujours t'enrichir de ce que tu as vécu. Et puis vraiment, j'en reviens à cet instinct et cette intuition. C'est que le fait d'être à cette écoute subtile-là, c'est pareil, j'ai l'impression que je peux toujours retomber sur mes pattes parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se présente, qui se manifeste, qui se donne, et c'est la chose au bon moment. Donc je crois que vraiment, c'est cette liberté, c'est d'avoir foi en tout ce qui peut se produire. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Marion. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes actualités, commander peut-être encore un magazine Druides, tes livres? Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver en ligne, physiquement aussi, et peut-être nous parler de ta prochaine retraite qui arrive bientôt? Alors, on a une boutique en ligne, c'est www.druides.fr, où on peut commander en fait un recueil ou la collection complète des 7 recueils. Le livre De la Terre à la Lumière, on peut le commander auprès de n'importe quel libraire ou grande enseigne. Pour ce qui est des cercles, on recommence là en septembre, et donc j'interviens auprès d'un lieu qui s'appelle Lac à Lune, qui est une variété de bruyère dans les Landes, à Sainte-Eulalie-en-Born. Et je propose aussi des cercles chez Oyana, qui signifie la forêt en basque, qui est un lieu à Cambo-les-Bains. Et pour ce qui est des retraites, alors il y a 3 retraites prévues là sur l'équinoxe d'automne. Les 2 premières dates sont complètes. Et il me reste 4 places pour la dernière qui aura lieu le dernier week-end de novembre, du 29 novembre au 1er décembre, à Saint-Julien-en-Born. Et quoi de mieux que le pays de Born pour s'offrir une renaissance? Born. Encore une synchronicité. Voilà. Et quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose? Non. Et on peut te suivre au quotidien sur Instagram, par exemple, les réseaux sociaux? J'annonce tout sur Instagram ou par le biais de la newsletter. Je passe de plus en plus par le biais de la newsletter parce qu'avec les algorithmes, je ne sais pas qui attrape l'information. Et donc, on peut enregistrer son adresse mail pour recevoir la newsletter et être tenu informé de tout ce que je peux proposer. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Voix sauvage est un podcast fait maison, alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez le rendre encore plus visible en partageant votre avis sur votre plateforme d'écoute actuelle. Et entre 2 épisodes, venez vous inspirer et échanger sur les réseaux sociaux du podcast.